Bonjour Bernard. Bonjour Magali. Et grand merci d'avoir accepté d'être ambassadeur de la fête de l'aviation. Alors nous sommes sur l'aérodrome d'Andernos, dans ton exceptionnel coffre à jouets, dans lequel d'ailleurs était tournée l'une des émissions phares d'Aérostar TV. Ouais, le hangar. Et voilà. C'est pour ça qu'on l'avait fait avec un toit translucide, c'est pour avoir une belle lumière et en faire en même temps une espèce de studio qui permettait de tourner des interviews, comme maintenant par exemple. Alors tu peux nous dire quelques mots de tes jouets? C'est un hangar dans lequel qu'on a voulu avec la famille, avec Ève, et qui finalement dans la famille est quand même la personne qui a le plus d'heures de vol, puisque certes comme hôtesse, mais enfin elle a quand même passé les 16 000 heures, 1000 heures plus de 1000 heures à Mach 2, et puis Antoine qui est en train de courir après sa 13e 1000 heures de vol comme pilote de ligne. Et donc l'idée était de faire une boîte à jouets, beaucoup plus que simplement un endroit où mettre des avions. Parce que moi je pense, c'est complètement fantasmatique, hein, mais que le plus clair de la vie d'un avion, ça se passe dans un hangar. Et l'avion, il se retrouve le soir, il se retrouve tout seul dans un abri, ou pas d'ailleurs, à l'extérieur. Et finalement, je me suis toujours amusé comme petit garçon. Je traînais beaucoup dans les hangars de la compagnie que mon papa gérait à l'époque, Air Atlas, qui est devenu Royal Air Maroc. Et j'étais fasciné par ces endroits où règne une ambiance bizarre. Et je me demandais ce que les avions se racontaient entre eux le soir quand ils étaient tout seuls et qu'ils n'avaient plus d'humains autour. Parce que finalement, je pense sérieusement que les entités qui connaissent le mieux les aviateurs, dans leur vérité profonde, sont les avions, parce que eux, ils savent nos trouilles, nos jubilations, ils savent comment on est réellement, parce que là-dedans, finalement, on est soi-même beaucoup plus que dans la société des hommes. Donc c'est pour ça qu'on a fait un hangar en se disant on va y mettre d'abord des avions de notre culture, hein, les avions qu'on aime, qui sont tous bizarrement à roulette de queue, ce qui ne veut pas dire... Des vrais avions. Ouais, mais pourtant on n'est pas sectaire, parce qu'il y a des beaux avions avec une roue sous le museau. Mais il se trouve que ces avions-là, ça représente un échantillon, on va dire, de l'aviation romantique, et donc il nous fallait un endroit qui les abrite et qui en même temps peut-être qui leur soit sympathique. Donc là, nous sommes devant ton Piper J2. Le J2, c'est un avion que Jeannot Salis a voulu refaire à partir de débris, évidemment, et lorsqu'il a été refait il y a une trentaine d'années à La Ferté, on a découvert que le longeron, qui est en bois, était signé à la pointe de feu par l'inspecteur qualité, non pas de Piper, mais de Taylor-Craft à l'époque, qui avait fabriqué cet avion, et qu'il était signé de décembre 1935. Ce qui en fait quand même un assez vieil avion. Il sera bientôt, dans 15 ans, il sera centenaire. Et il vole. Bon, c'est vrai que Jeannot Salis s'en est occupé, l'a réglé, a réglé les commandes, etc. On l'a récupéré, nous, en 2000. Mais il vole comme un piano de concert, quoi. C'est l'archétype du Piper. Il vole à la pensée. On a l'impression que si on penche la tête, il va se mettre en virage, sans qu'on fasse rien sur les commandes, quoi. Et donc on se demande pourquoi il y a des instruments, ils sont là pour faire joli, parce que finalement, avec ça, ils sont très beaux. Ben oui, on les a chinés. Antoine, entre autres, lors de ses courriers en Californie, a beaucoup cherché des instruments d'époque, parce que les instruments des Cubs étaient à fond beige clair, avec des aiguilles rouges et le petit nounours dessus. Donc il est très très beau, mais il vole encore mieux, quoi. C'est l'avion récompense, on vole très peu avec, mais faire un tour de piste et se balader au-dessus du bassin
le soir à la fraîche. Oh là là, c'est le paradis. C'est le paradis. Mais c'est avec tous les avions, c'est le paradis, mais avec celui-là, ça en Il y a plus. un petit truc en plus. Parce qu'on vole avec la porte ouverte. Eh oui. Et celui-là, on vole carrément le nez à l'air, le Stearman. Oui, là, on lève les yeux à la fin de la journée, on voit les étoiles au-dessus qui se lèvent. On se rapproche du biplan. Le Stearman, c'est un avion, celui-là, numéro 190, sur une douzaine de milles construit, et c'est un avion qui porte les couleurs qu'il avait lorsqu'il était utilisé militairement pendant la dernière guerre. Et c'est un avion qui a fait 3 écoles en Californie, dont Chino. Et ensuite, il avait été en 1944, il avait été affecté à une école en Alabama qui formait des pilotes français. Et donc, on a même un jour un monsieur âgé venant de Bordeaux qui était ému, plus qu'ému même, et qui pensait, il avait fait tout autre chose après la guerre, mais pendant la guerre, il avait volé sur P-40, P-38, P-51, mais il pensait avoir appris à piloter sur, entre autres, cet avion, puisqu'il était passé par cette école en Alabama. Il faisait partie des élèves pilotes français. Et c'est aussi un avion qui a été petit à petit refait dans les règles de l'art et pas surfait, refait, et sur lequel il manque pas grand-chose, et qui vole comme il volait à l'époque. Et entre autres, il a été réglé par Jean Salis, et donc lui aussi, les Stearman ont une réputation d'être un peu lourd, un peu physique et tout, alors que celui-là, c'est... Oui, moi à la Ferté, on me disait, ce sont des avions d'hommes. Oui, ben non, en réglant l'avion, c'est un piano à régler, hein, c'est pire qu'un accordeur de piano, le régleur de Stearman. Mais avec l'outillage qui va bien, et Jeannot Salis avait tout ça, et puis le savoir-faire, on arrive à un avion qui au contraire est extrêmement moelleux, tout doux, sous-motorisé, mais ça c'est impossible à changer, mais c'est un avion d'une harmonie extraordinaire. C'est un avion, cela dit, qui est une salle de classe, pas intransigeante, mais extrêmement pointue. C'est peut-être ce qu'il voulait dire en disant c'est un avion d'homme, comme si les hommes étaient capables d'être pointus et pas les filles. Enfin, bon. Alors on va traverser le hangar pour aller voir un autre jouet d'exception, le Lockheed Electra. Ah, l'Electra. Ah là là. L'Electra, oui, mais là on entre dans l'histoire, puisque c'est un avion qui est réellement historique. Il en reste que 9 dans le monde à être encore en vol ces temps-ci. Il y en a 2 ou 3 autres qui sont un peu en vol et puis ça arrête en fonction probablement des états d'âme de leurs propriétaires, parce que c'est compliqué. Finalement, c'est aussi complexe qu'un DC-3, c'est un bimoteur, et puis surtout c'est un avion de l'âge d'or de 1935, et c'est un Lockheed, c'est un peu l'équivalent de Bentley, hein, Lockheed en aviation. Lockheed de la grande époque. Encore que par la suite, ils ont quand même fait quelques beaux avions comme le SR-71. Ce Lockheed, là, cet Electra, c'est un des tout derniers qui a été construit à Burbank, en Californie, à Los Angeles. Et alors, maintenant, là-dedans, il y a toujours la part de la légende, la part de la réalité, puisqu'on n'a pas de document officiel le démontrant. Mais un jour, j'ai reçu un mail d'un Californien qui me dit « C'est vous qui avez l'Electra numéro 89 ?» Je dis « Oui, 87, oui, le 1287. » Il me dit « Votre avion, c'est celui qui a joué dans Casablanca. » Si on peut appeler ça jouer, parce qu'il y a 3 misérables plans dans lesquels on voit cet avion. Et il se trouve qu'à l'époque, cet avion venait de sortir d'usine, c'était un des tout derniers construits. L'usine de Burbank était en train de changer de thème, puisqu'ils se mettaient à construire des Lightning, des P-38, qui d'ailleurs, le P-38 a exactement la même dimension, la même envergure que l'Electra, et on trouve plein de choses similaires. Le cockpit, par exemple, de l'Electra
Ce cockpit-là, c'est un double cockpit de Lightning. Évidemment, à l'époque, ils n'allaient pas s'amuser quand ils changeaient de modèle d'avion. Ils n'allaient pas s'amuser à changer le type d'instrument et puis surtout l'architecture intime de l'avion, tous les circuits électriques, etc. Et on a un avion qui est extrêmement proche du Lightning en matière d'architecture. Il a été donc construit en 40-41, il devait être livré à une société pétrolière qui voulait l'utiliser comme avion d'affaires, si on peut dire, une société pétrolière d'Alabama, et puis pendant qu'il était encore sous la responsabilité de Lockheed, il aurait donc tourné dans Casablanca, il était sur le parking à Burbank, et Burbank c'est à peu près à 8 km des studios de la Warner où le film était en cours de tournage. Et puis après, il y a eu Pearl Harbor et l'avion a été militarisé par la marine américaine, qui en a eu un de ce modèle, celui-là. Ils l'ont envoyé à travers l'Atlantique Nord en pleine guerre. Ils l'ont envoyé en Angleterre où il a été affecté à l'amiral américain commandant la flotte de l'Atlantique Nord depuis l'Angleterre comme limousine particulière. Et donc l'avion a été chouchouté, pomponné, engaré. Il a eu un jour de gloire, c'était 3 jours après le débarquement en Normandie, où il y a eu une première inspection des plages du débarquement depuis le ciel par Eisenhower et 2 ou 3 des membres de son état-major dans cet avion. Et comme l'intérieur est l'intérieur d'origine, les sièges entre autres, on pense que Eisenhower, il y a le siège du chef qui est celui le plus confortable parce que devant ça se baisse. On pense qu'Eisenhower a passé quelques heures là-dedans à survoler les plages du débarquement. Et puis après, l'amiral américain a dû gagner encore des étoiles. On lui a donné un DC-4, que c'était beaucoup plus majestueux. Et l'avion a été reversé à la Royal Air Force et il a terminé la guerre dans la Royal Air Force comme avion de surveillance du canal d'Irlande, entre l'Angleterre et l'Irlande, où passaient un certain nombre de sous-marins allemands qui allaient entre autres vers l'Amérique du Sud pour déposer des choses que les Allemands ne tenaient pas à avoir conservées chez eux. Donc il a fait ça, et puis à l'époque il était bien sûr camouflé, et à la fin de la guerre, ils ont fait une fête à tout casser, la fête de l'aviation, c'était pas grand-chose à côté de cette fête-là. Jusqu'à la fin de la guerre, ils ont fait une soirée sur la base de Dunkeswell, pas loin de Londres, où était basé l'avion. Et il a été dédicacé avec des pointes métalliques. On le voit encore, il y a 70 à peu près, dédicaces, signatures. Il y avait même un Français qui s'appelait Didier, qui a signé ici, là. Didier, ils étaient venus avec leurs copines, parce qu'on voit une Betty Magano qui a signé. Il y en a un qui devait être quelque chose d'important, il se baptisait lui-même Big Plux. Et il y a un petit bonhomme ici, il y a plein de graffitis sur cet avion, parce qu'ils avaient gratté à travers la peinture pour faire apparaître le fond métallique. Et donc ils avaient signé l'avion et les signatures sont restées, puisque cet alliage d'aluminium particulier qui n'existe plus de nos jours, le 24CT, Joyce, là, cet alliage d'aluminium a gardé la mémoire de tous ces gens qui sont probablement plus de ce monde, mais qui avaient dû vivre des moments assez étranges pendant cette période tout aussi extraordinaire. Alors avec ces belles machines, comment vas-tu fêter l'aviation, donc la fête de l'aviation qui aura lieu les 26, 27 et 28 septembre? Je crois que l'aviation, la meilleure manière de fêter l'aviation, c'est de la pratiquer. Pas seulement en pilotant, et là on est dans un hangar, on a des amis qui sont là, on en a un, Christian, qui est copropriétaire de machines qui sont dans ce hangar, et Christian c'est l'homme au monde qui a le plus d'heures de vol sur 747. Il a commencé à voler dessus à 27 ans, là il en a la soixantaine, il arrive à la retraite, et donc il aura passé toute sa vie là-dedans. On a même sur une table là, on a un sélecteur qui vient d'un 747-400, enfin bon. L'aviation, c'est pas seul, ça peut être un métier, il y a des gens qui n'en font qu'un métier, mais ça peut être beaucoup plus que ça.
Avec Romain Hugo, on est en train de finir d'écrire, on met la dernière main à un bouquin vu à notre façon, à nous, consacré à Syntex. Et moi, je ne pense pas que Syntex aurait été Syntex, l'écrivain, le penseur, quasi-philosophe, s'il n'avait pas été pilote. Bien sûr. Parce que quand on est pilote, quand on vole, on est confronté à des moments qui sont, et on n'a pas besoin pour ça d'aller à Cap Juby ou à Villa Cisneros dans le désert. Moi, le soir, avec n'importe lequel des petits avions qui sont là, avec mon ULM, je décolle d'ici. Dans 5 minutes, je suis à la verticale de la plage interminable qui va de l'embouchure de la Gironde jusqu'à Biarritz. Je vois les premières étoiles qui commencent à se lever. En bas, je n'ai pas l'impression que ça soit surpeuplé, hein, je ne survole pas la banlieue parisienne. Et je suis seul au monde. Les militaires de Cazaux, ça y est, c'est fini, ils ont passé la journée, sauf quand ils volent de nuit, mais c'est beaucoup plus tard. Et donc, Cazaux est fermé, Mérignac, c'est loin derrière, et on se trouve à 2 ou 3 avions de cet aéroclub en train de se balader dans le noir, ou le soleil déclinant au-dessus de la plage, et on a l'univers qui s'ouvre. On a l'océan Atlantique sous une aile, sous l'autre aile, on a ce que l'ancien appelait la Terre des Hommes, et au-dessus, ça commence à s'allumer. Et ça, c'est des vols de 20 minutes, dans un avion avec un moteur de 90 chevaux qui consomme une misère, et qui fait que quand vous êtes posé 20 minutes après ou 25 minutes après, vous rentrez chez vous et vous avez mieux vécu que probablement presque le reste de l'humanité. Et pourtant, c'est rien du tout. Les avions ne sont jamais que des espèces de... Ce sont des révélateurs. Ce sont les révélateurs de soi-même. Parce que quand vous êtes dans un avion en bout de piste et que vous allez mettre les gaz, lâcher les freins et commencer à accélérer en essayant de rester droit, surtout s'il y a un peu de vent de travers ou autre, là, vous êtes face à vous-même. Vous êtes dans un grand moment de vérité qui est pas pour autant... qui peut être... pas terrifiant, mais qui peut être inquiétant certains jours, ou alors au contraire complètement libératoire. Vous décollez, vous perdez terre, et c'est comme ça que disaient les très anciens, hein, Farman et les autres, on perd terre. Et vous êtes en l'air, et quand on s'élève, on n'y peut rien. Dans le langage courant, on vous dit « élevez votre pensée ». Ben oui, ben là on peut même, la pensée elle est transportée à l'intérieur d'un corps qui peut s'élever et qui peut voir les choses d'un peu plus haut et qui peut tirer de là quelques petites leçons de comportement, de vie, d'appréhension. Écrire un bouquin sur Syntex, ça fait un peu gamberger aussi, si on relit Citadelle, lorsqu'on est en train de travailler sur le sujet. Ben on se rend compte que voler amène une foule, c'est pire qu'un yoga. C'est quelque chose qui fait penser, mais cette pensée, elle a une base matérielle. La base matérielle, c'est ces petits gestes bébêtes et tout simples de la checklist. Savoir, ah ben oui, j'ai ouvert le réservoir et donc j'aurai de l'essence dans le moteur et ça va marcher. Et c'est une espèce de raccourci extraordinaire entre des gestes infiniment simples, de bon sens, des gestes de paysans, certains diraient de pecno, mais il faut le revendiquer, et puis le fait que le pecno en question, un quart d'heure après, il va être à 1500 pieds au-dessus de la plage du Grand Crau ici, à regarder les premières étoiles se lever avec l'univers au-dessus de la tête et le monde, et la Terre des Hommes d'un côté, l'immensité océanique de l'autre. Moi, quand je suis dans le Piper au-dessus de la plage, là, je me dis, si je tourne à droite et que je prends ce cap-là à peu près, si je vais tout droit et à supposer que je puisse fabriquer de l'essence en volant, ben, j'arriverai à New York. Mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et New York? Des molécules d'air que je sais utiliser pour voler. Donc voler, et la fête de l'aviation doit être ça pour un certain nombre d'entre nous, voler c'est une des plus belles choses que l'on ait inventées. C'est vrai que dans un monde matérialiste qui peut être dominé par des gens qui ont détourné la philosophie parce qu'ils ne la pratiquent pas,
Ça, c'est une des leçons de Syntex aussi. Syntex, quand on lui demandait mais qu'est-ce que tu vas foutre à 43 ans dans un P-38 qui est un engin où le doyen des pilotes du P-38 devait avoir 35 ans à l'époque et lui, avec 10 ans de plus, il montait dans cette espèce de torpille volant c'est un morceau, il faut se le faire, il faut le coltiner. Déjà celui-là il n'est pas simple, mais l'autre, bon, il y a des chevaux en plus et tout. Syntex, c'est un type bizarre qui est né sous la marquise de Sévigné, puisque sa famille, c'était l'époque des dentelles en 1900, et il était entouré d'une famille féminine, puisque son père était mort. Et il commence avec la marquise de Sévigné, il finit astronaute ou quasiment dans la stratosphère, solitaire, dans une torpille capricieuse, hein, comme l'était le P-38. Ben, des gens comme ça, ils ont pensé avant nous, ils ont réfléchi avant nous, ils ont écrit dans son cas avant nous, et si on prend la peine de les relire, on se rend compte que à la limite, le terme aviation est réducteur. Ils ont vécu une vie en ajoutant à leur dimension terrestre et terrienne la troisième dimension. Et cette troisième dimension, c'est pas seulement un endroit pour aller plus vite, c'est pas seulement un endroit pour faire du commerce ou de la guerre, c'est un endroit où l'espèce humaine a muté. Avant, on était bidimensionnel, maintenant on est tridimensionnel. Et ce qui, moi, m'embête un peu, c'est quand on dévoie, si je puis dire, l'aspect sacré, il ne faut peut-être pas employer des mots démesurés, mais quand j'avais commencé comme journaliste, j'avais asphyxié les gens d'Europe 1 pour qu'ils m'envoient à Houston, et j'avais couvert à Houston plusieurs vols Apollo. Et ça m'embête un peu de voir maintenant un garçon pour lequel on peut avoir énormément d'admiration, qui s'appelle Elon Musk, mais qui envoie en orbite des mecs qui sont déguisés en Playmobil, ça passe pas. Faire intervenir ce côté, oui, c'est un gag, pourquoi pas. Autant envoyer une Tesla en orbite autour de Mars, c'est génial. Ça montre au moins que la fusée qui trimballe fait le boulot, mais dévoyer quelque chose et ne plus retenir que oh, les mecs, ils ont, avec leurs bottes en caoutchouc, ils vont faire du jardinage en orbite ou quoi. Laissons faire les choses naturellement et ne les déguisons pas, ne les affadissons pas en leur donnant des apparences. Parce que l'apparence, c'est ce qui tue la vérité. Et donc, pour moi, ça, c'est une source de vérité. C'est vrai aussi de la haute montagne, hein, c'est vrai de la voile sur l'océan, solitaire surtout, c'est vrai d'un tas d'activités humaines. C'est peut-être vrai d'un toubib qui fait des nuits de garde solitaire au fond de son hôpital en province et qui se demande qu'est-ce qui va lui tomber sur la tête avant le petit matin. On a tous la chance de pouvoir se confronter à des vérités, mais la fête de l'aviation, pour moi, c'est la grande confrontation que les aviateurs de ce pays, et sans discrimination, hein, on est aviateur quand on est élève pilote avec 5 heures de vol, des moments de trouille et qu'on n'a pas encore compris que le pied chasse la bille, hein, enfin des tas de trucs bébêtes. Mais on est aussi aviateur quand, comme Christian, à 20 000 heures de vol, en 747 seulement, il n'y a pas de différence. On a les mêmes émotions et c'est ça qui compte. Donc pour moi, la fête de l'aviation, c'est une journée d'émotions partagées entre ceux qui ont choisi de passer le pas, de voler, tu voles, hein, et puis les autres. Ce qui, moi, me gêne, c'est les gens qui laissent croire qu'ils volent alors qu'ils ne volent pas vraiment, qui s'attribuent des émotions qu'ils n'ont peut-être pas vraiment vécues, parce que je comprends qu'ils aient envie de le faire, mais pourquoi ils ne le font pas? Voler le ciel, c'est Felzer qui disait ça, Gérard, il disait le ciel est à tout le monde, c'est vrai. Absolument. Donc volons, quoi. C'est tout simple et c'est ça la fête de l'aviation, c'est que ce soit en parapente, que ce soit en avion, en ULM, peu importe, le fait d'un seul coup de s'approprier à un moment de troisième dimension, parce que cette troisième là, elle ouvre sur
ou sur un univers. Absolument. Donc, normalement, pendant ces 3 jours, fin septembre, le ciel appartiendra à tout le monde. Ouais. Et ici, sur l'aérodrome d'Andernos, on verra probablement voler tes nous, on va, s'il fait beau. Bien sûr. Mais nous, on va d'une part, on va voler, d'autre part, on va parler, on va raconter, on le fait tous les ans. On partage. C'est pour ça qu'on a fait ce hangar avec ma femme et mon fils. On veut faire un endroit qui soit, c'est une boîte à joujoux, quoi. C'est un endroit, c'est un peu atypique. Mais finalement, c'est plutôt un endroit où on se sent pas mal. Et puis c'est un endroit où on a la continuité, où on a un peu c'est pas le respect des anciens au sens parce ils sont morts avant nous, ils sont plus ceci ou cela. Non, c'est qu'on vient de quelque part. Moi, mon papa a volé sur des hydravions semblables à celui-là à un certain moment. On a là quelques images qui nous viennent de copains astronautes dont certains sont malheureusement plus de ce monde, comme Gordo Fullerton. On a tout ça, c'est une communauté. Les hobbits ont fonctionné, le mythe des hobbits a fonctionné sur la communauté de l'anneau. Eh ben, nous, on fonctionne sur la communauté des ailes. Et peu importe, encore une fois, on en a rien à foutre que ce soit un bébé pilote débutant ou que ce soit un type qui est allé 2 fois sur la Lune. C'est la même chose. Il n'y a que l'échelle qui change. Mais pour le reste, c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait ici le 26 septembre. Super, 26, 27 et 28.